Bonjour Axel. Salut Bertrand. Bienvenue à tous pour un nouvel épisode de Data Watch. Pour ceux qui connaissent pas ou qui découvrent Data Watch avec nous aujourd'hui, donc Data Watch c'est un podcast qui parle de data engineering et qui dérive un peu des fois sur des sujets un peu IA, un peu data analysis, plutôt IA quand même que data analysis. Et aujourd'hui, donc on va parler de 5 news et d'un un peu plus gros article qui parle de Shift Left. Donc on va en parler un petit peu plus après. Alors qu'est-ce que tu as comme news aujourd'hui? Je vous laisse parcours. Comme tu veux. Peut-être la mise en place des repositories Ok. dans le BigQuery Studio. Mm. La possibilité de versionner son code directement dans l'interface BigQuery. Ouais. C'est sympa, par contre, c'est seulement via Dataform. Mhm. L'outil DBT sauce Google. Mhm. Vous ne pourrez pas utiliser ces repositories si vous mettez pas en place, si vous n'activez pas Dataform, qui est gratuit Ouais, dans le cloud. j'ai vu ça. Ouais, je vais essayer de Il n'y a pas l'activer de aussi. limite sur cet outil, Mhm. un framework Ouais. au final. Mais pour utiliser ça, il vous faut une Dataform. Mhm. Mm. Ouais, j'ai vu ça parce que je suis allé sur mon projet BigQuery. Ouais. J'ai vu que c'était déjà dispo alors que c'est en preview, normalement. Mais en tout cas, c'est accessible, ça s'appelle Dépôt en français. Ouais. Mais c'est repository. Ah, moi, je l'avais en anglais. Ok. Je me suis en français. Ah ouais, tu veux dire en français? Dès que je peux, je mets en français. Si je peux ne pas me fatiguer. Tu utilises grosse requête. Grosse table. Ouais, du coup, j'ai vu que c'était dépôt et effectivement, dedans, tu as une étape où il faut que tu crées, c'est un espace de travail ou quelque chose comme ça. En fait, tu as plusieurs étapes, tu as 2 étapes et à un moment, le dernier, c'est lui que tu dois brancher sur un Git. Donc Ouais. apparemment, tu peux faire du GitHub, GitLab, Bit Bitbucket, peut-être? je crois que c'est ça, ouais, Bitbucket et tu as un truc, c'est Services, Azure DevOps aussi. Ouais, Ouais. pour faire T'as le type d'outil basé sur Git, en fait. ouais. Ouais. Bah, j'ai vu ces 4 là, dans la doc. Ouais. Directement, de BigQuery. Moi, j'ai essayé de brancher mon GitHub sur un repo privé, j'ai jamais réussi. Mais Par ici? non. Ah ouais? Non, ça dit qu'il rejetait ma connexion. Pourtant, j'ai créé les secrets et tout, mais j'ai pas réussi. Ok. Parce que je voulais voir un peu ce que ça donnait. Faut regarder si c'est sur un dépôt public ou. Privé. J'ai mis un privé, du coup, c'est pour ça que j'ai dû faire une secret. Ah, Sur GitHub, que j'ai utilisé aussi. rappelle, avec les DevOps. Parce que du coup, j'ai dû faire une secret aussi sur Ouais. GCP, la Secret Manager. J'ai essayé de le faire vite fait, j'ai pris 30 minutes, j'ai pas réussi, je vais laisser tomber. Mais en tout cas, j'ai vu que c'était dispo et effectivement, je trouve ça pas mal d'intégrer directement ça sur BigQuery parce que BigQuery, au final, quand tu fais tes devs de requêtes SQL, t'es directement dans l'interface. Ouais. T'as rarement un outil extérieur. Donc là, le fait d'intégrer ça directement à l'interface, ça te permet de jongler. Ah, il y a des solutions. Justement. Tu fais tout via l'interface BigQuery Studio. Ouais. Soit tu installes l'extension dans ton VS Code. Ouais, j'ai ça aussi, Il y a cette manière-là aussi. Ouais. mais je l'aime un peu moins. Ouais. Moi, ce qui me plaisait moins sur l'extension VS Code, c'était que de base, t'avais pas l'estimation du traitement, la quantité qu'elle allait être Ouais. traitée. Ouais. Faut que tu utilises une autre extension pour avoir un truc. Non, non, pas du tout pareil. Donc ouais, vraiment, je trouve ça pas mal. Apparemment, c'est dispo aussi pour la gestion des notebooks Collab entreprise, que ce soit directement intégré à l'interface. Ouais, le notebook, ouais. Ouais. Mhm. Donc pas mal à tester, vu que c'est en preview pour l'instant. T'as raison. La deuxième, tu sais quoi? Alors la deuxième news, c'est sur DBT Copilot. DBT, si j'avais bien noté, ils avaient déjà une phase de bêta ou de preview, je crois, dessus. Et là, c'est La dernière. ouais. Ouais, de preview. Et là, c'est GA. Et là, c'est General Availability. Ouais, c'est ça. C'est disponible pour tout le monde, donc évidemment sur DBT Cloud, pas via le core que tu pourrais brancher sur je sais pas quoi. Donc ouais, c'est sur le cloud. Donc le but du DBT Copilot, bah, c'est comme un peu tous les outils d'IA qui sont intégrés, ça t'aide en fait à faire ta doc, je crois que j'avais lu. Ouais, tes tests, ça te suggère des tests en automatique, ça te permet de faire de la doc dans le YAML en un clic, et ça te permet aussi d'optimiser, de formater tes requêtes SQL à partir d'un prompt. Donc le but, bah, c'est toujours d'accélérer le time to market, le fait de faciliter l'accès aux données, ou en tout cas la transformation de données à des personnes qui seraient peut-être un peu moins spécialisées. Donc encore une fois, bah, DBT, c'est un peu ça, c'est mettre
dans les mains des data analysts, la gestion des données, bah, c'est toujours dans ce contexte-là. Ouais, puis c'est dans l'air du temps. Cette notion d'outils boostés à l'IA. Si un le fait, tous vont le faire, donc c'est logique. Et t'as déjà testé un outil lié à la data engineering via de l'IA? Enfin, accompagné de l'IA? Ou pas? Moi, j'en ai encore jamais Et testé, je crois. si, il y a l'extension Gemini Ok, chez mon client. ok, Donc tu as Code Assist et Duet, ok, il me semble. Des fois, ça me fait perdre plus de temps qu'autre chose. ok. Mhm. J'utilise pas tout le temps, mais si, mais c'est pas spécifique au data engineering. Ok. Le Code Assist, il peut être utilisé par le back, le front. Mhm. Donc, mais pure data eng, j'ai pas d'outil spécifique à la data eng concernant l'IA. Moi, j'avais testé récemment, mais c'est pas un outil intégré directement sur les interfaces, mais j'ai testé un truc en local. C'est une extension VS Code qui s'appelle Continuo. Et Continuo, Ouais. cette extension-là te permet en fait de lire le code sur lequel tu es en train d'écrire et tu peux lui donner un contexte projet, donc avoir accès à un peu tous tes fichiers de ton projet. Et l'IA dedans, tu peux lui dire utilise l'IA que tu as installée sur ta machine en local. Donc sur des Mac, par exemple, tu peux passer par Oyama. Ouais. Et Oyama, ça te permet de télécharger les différents modèles que tu veux. Donc si tu veux des petits modèles, des 7 milliards de paramètres, des 14 milliards, un peu plus, etc. Mais en tout cas, le but, c'est que ça tourne en local. Et l'extension permet d'exploiter en fait Oyama pour avoir accès en local à des LLM et Continuo va les utiliser pour lire ton code et pour te recommander quelque chose. Tu peux le prompter et il va te corriger ton code en local. Et il va parcourir ton code, il va te proposer quelque chose, tu peux accepter, ne pas accepter. L'approche est pas mal. Par contre, t'es limité en fait sur la capacité du LLM, comme c'est du local. Moi, le maximum que j'ai fait tourner, c'est un Yama 70 milliards, ce qui est déjà pas mal, T'as une... mais ça prend quand même du temps à tourner et t'as pas encore les meilleures réponses du monde. C'est pas un chat GPT que t'as. Mais ça peut être pas mal. Moi, je trouve que l'avenir, c'est en local. Ouais, une fois qu'on aura des machines bien tip-top et Mm. des modèles bien optimisés, actuellement, on pourra arrêter de faire tourner le nuage. T'avais une autre news? Ouais, ben, Databricks qui fait son AI Summit Ouais. à San Francisco. Donc ce sera en juin. Donc c'est plus qu'une annonce en fait qu'une grosse nouvelle. Mhm. Mais je veux dire, il y a pas d'annonce dans la nouvelle. Il n'y a pas de grosse folie. Faut quand même se dire qu'il va y avoir 700 sessions de présentation, Wow. dont Monte Carlo, Databricks, Mhm. et plein d'autres boîtes. Et ça va réunir plus de 10 000 personnes Mhm. aussi. Donc, bel événement. Et tu sens que c'est tout le monde se focus sur ça, quoi. Dans la Bay. Ouais, ouais. La Bay, c'est la Silicon Valley, quoi. Ouais. La baie de San Francisco, tout ça. Mhm. Et c'est là où quand même beaucoup de choses se passent dans le monde de la tech. Et je pense que les deux plus connus dans nos domaines, c'est celle-ci, la AI Summit et le Coalesce Snowflake? qui organise DBT, il me semble. Ah, c'est DBT. Je crois que c'est Parce qu'il y avait un truc avec Snowflake aussi. Mais... DBT là. Ok. Mais où pas mal de gens participent, hein, c'est pas que Mhm. DBT qui présente et qui organise. Mais ouais, je sais pas s'il y a d'autres gros rassemblements. Non, comme ça, De la je sais plus comment il s'appelait, mais il y avait un événement aussi, Snowflake, qu'il y avait eu l'année dernière. Je crois qu'on avait eu quelques retours de ce summit aussi. Après, en data, je vois pas. Ça fait une transition. Ouais, effectivement, il y a Snowflake qui a racheté ses Data Ah, Ops. qui a investi dans Non, pardon, qui a investi à nouveau, d'ailleurs, dans dataops.live via Snowflake Ventures et dataops.live que je connaissais pas. C'est une société qui est spécialisée dans l'automatisation des pipelines et apparemment le cycle de vie des produits et la partie dataops pour Snowflake. Ouais. c'est Databricks, ouais. Pour Snowflake. Snowflake. Effectivement, je connaissais pas. Et donc, ils ont investi.
Clairement, c'est pour pouvoir développer déjà ce qu'ils font déjà sur les pipelines, toujours améliorer cette automatisation à partir de la conception jusqu'au déploiement, tout ce qui est CI/CD, etc. C'est toujours pour renforcer en fait le partenariat entre les deux et pour attirer les gens. Dans l'écosystème, ils ont la même stratégie. Databricks et Snowflake, ils sont des écosystèmes plus que des produits particuliers. Et c'est logique. Hein. DataOps Live, ils étaient déjà partenaires élite. Snowflake. Et puis c'est un peu une relation de dépendance. Quoi. Ouais. T'as les experts, je dirais, opérationnels, comme DataOps, parce qu'il y a plein de consultants, etc., donc, qui implémentent ton produit chez leurs clients. Et t'as Snowflake, qui est l'éditeur de l'écosystème et qui a besoin pour se développer. Et DataOps, forcément, qui a besoin de l'éditeur pour répondre aux besoins qu'ils ressentent chez leurs clients. Après, c'est un cercle vertueux et c'est normal qu'ils investissent dans ce mode-là. Et donc, le dernier article, c'est Chad Sanderson qui parle du shift left en data. Ouais. Pour résumer, déjà pour expliquer le shift left, shift left, pardon. Shift left, c'est le fait de se déplacer, ce qu'on appelle à gauche. Et à gauche, on visualise ça sur la partie développement. À contrario de à droite, où là, c'est toute la partie test, déploiement, sécurité, etc. Et donc là, derrière ça, il y a tout un développement, et je vous invite d'ailleurs à aller à lire son article qui est vraiment très intéressant. Il part du principe que en fait les entreprises ne fonctionnent plus en centralisé. Peut-être qu'il n'a pas la même vision que nous sur le marché lillois, parce qu'il y en a pas mal qui sont centralisés, mais les équipes sont décentralisées. Ça veut dire que chacun a sa responsabilité, chacun a la liberté d'utiliser ce qu'ils veulent. C'est clairement des gros monolithes. Ouais. On voit quand même arriver beaucoup de microservices dans le domaine du software. Avant on faisait des gros cycles en V, maintenant on est plus sur de l'agilité, du futur développement. Ouais. Et en fait, tu vois qu'au bout d'un moment, la data qui a commencé par un gros monolithe, un gros data warehouse où on ingère tout à un endroit et on traite de la donnée en réactivité plutôt qu'en proactivité. Ouais, ça c'était ça le problème. On fait le problème. Ouais. Voilà, il dit firefighter effect. De toute façon, il faut lire l'article parce que franchement, j'ai eu du mal à le synthétiser. Tout ce qu'il dit, c'est vrai. L'article, il fait, je pense, à lire 20 minutes. Ouais, il est chargé. Il est chargé et franchement, il faut aller le lire. Nous, on va faire une synthèse très rapide. Mais on est plus sur du coup des data products qui vont s'interconnecter. Ouais. En ramenant justement les causes de problèmes à traiter à la source pendant le développement des data products. C'est ça, en fait, on donne toute la partie responsabilité des tests, sécurité, etc., directement au moment du dev, ou en tout cas au moment de la conception. C'est ça. Ouais. Clairement. Et il parle de tout ça. Donc, il parle de centralisation, décentralisation, gestion fédérée, etc., pour après basculer sur le shift left, qui est une approche, je trouve vraiment très intéressante. Moi, je suis pas du tout en shift left, hein, on est en mode pompier tout le temps, je sais pas toi, c'est ça. De toute façon, on en a déjà parlé plusieurs fois, et c'est vraiment très... Il y a du potentiel à basculer en shift left. C'est comme c'est une culture de shift left. Il y a une grosse notion d'ownership. L'ownership, c'est la responsabilité, la responsabilisation des sources et de l'organisation. Ensuite, tu ressentes les avantages du shift left. Que les gros avantages, c'est une responsabilisation partagée. Ouais. Donc, les équipes productrices, c'est elles qui possèdent la qualité des données, gèrent. T'as la conformité, donc tout ce qui est politique de RGPD, etc., faut que ce soit à la source et on traite tout le temps en dernier ou dans les derniers mètres du pipeline. Ouais, clairement.
la qualité, comme détection de qualité, au niveau observabilité aussi, il faut pas qu'on ait de l'observabilité sur la fin du parcours Bah oui. de la donnée et la collaboration parce que, des ingénieurs qui parlent entre eux, c'est toujours mieux qu'une équipe data centralisée Mmh. qui doit aller, faire la tournée des popotes pour, aller «râler» entre guillemets, hein, Ouais. un peu imagé, mais garbage in, garbage out et donc c'est pas à nous, équipe data, de tout le temps, avoir tout à traiter Mmh. et en fait, ce qui est intéressant, c'est lui, il est vraiment pour, la dissémination d'une équipe data dans les produits, Ouais. logique et on attend son deuxième article sur l'implémentation technique, parce qu'on parle toujours sur la culture, Ouais. comme on peut parler de la culture DevOps, mais quels sont les outils et les bonnes pratiques, opérationnelles Mmh. et ça, j'avoue qu'il me manque de la littérature sur ça. Mmh. Façon de voir, son article. Ouais, parce qu'il parle que le data contract, ça peut être une solution Ouais, et directement implémenter dans le code le data contract. ouais, Et donc ça, effectivement, c'est un truc qui m'intéresse bien aussi. Ouais. c'est ça. Mmh. Il a écrit un livre sur les data contracts, je l'ai D'accord. pas lu, Mmh. donc on peut conseiller, Mmh. je sais pas s'il est en preview ou s'il est en J'ai pas regardé. ouais, Je me souviens qu'il y a déjà un livre data contract chez Aurélie. OK Donc je sais pas si c'était lui, j'avais pas fait attention. et lui franchement allez-y, il est brillant quoi, sur son sujet, sur la data gouvernance et la qualité, on peut y aller les yeux fermés. Bah, merci Axel. Merci à tous de nous avoir écoutés. C'était un épisode Express? ouais, express, exactement. J'espère qu'il vous a plu aussi. Si vous souhaitez nous écouter sur différentes plateformes, donc il y a YouTube, Spotify et Apple Podcast, pensez à faire de la notation pour qu'on puisse remonter au niveau des algorithmes. Et de la même manière, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. C'est aussi un point d'échange qu'on peut avoir aussi avec vous. Encore merci Axel. À bientôt. Merci. Salut.